je vais inviter donc notre ami le professeur Nejla Mnif pour nous parler en fait de la place de l'imagerie dans cette approche diagnostique du tumeur de l'ovaire. Professeur Nejla Mnif, qui était le chef de service de radiologie à l'hôpital Charles-Nicolle et qui exerce dans le secteur privé. Donc, c'est une référence en radiologie de la femme en général. À vous la parole, donc, professeur Mnif. Merci, cher ami. Je tiens à remercier tout d'abord la SDGO, les organisateurs, de m'avoir invité pour parler des tumeurs de l'ovaire, approche diagnostique et particulièrement la place de l'imagerie. Donc la caractérisation d'une masse ovarienne en imagerie est essentielle pour orienter la prise en charge thérapeutique et pour un diagnostic. En effet, le diagnostic histologique préchirurgical par biopsie est non recommandé du fait d'un risque non négligeable de rupture de la tumeur. L'échographie endovaginale couplée au Doppler reste l'examen de première intention devant toute suspicion d'une masse ovarienne. Et trois éventualités au terme de cette échographie. Soit la tumeur est franchement bénigne, tout le monde est content, la patiente, le médecin, elle peut rentrer chez elle sous soit une abstention, soit une simple surveillance. La deuxième possibilité, la tumeur est franchement maligne, tout le monde est malheureux, et aussi bien la patiente que le médecin. Et la patiente doit être adressée dans un centre de référence pour une prise en charge thérapeutique. Et avant d'aller au centre, elle doit bénéficier d'un scanner thoraco-abdominopelvien pour un bilan d'extension exhaustif, local, loco-régional et à distance. Dans 18 à 31% des cas, la tumeur n'est ni franchement bénigne, ni franchement maligne. Elle est étiquetée indéterminée. Et c'est là, ce groupe-là, qui pose des problèmes. Est-ce que la patiente doit être référée au chirurgien pour une prise en charge chirurgicale, au risque d'opérer une tumeur qui est bénigne, qui ne nécessite pas une prise en charge chirurgicale, au risque de toucher la fertilité de la patiente, surtout quand elle est jeune, ou bien on va la surveiller au risque de passer à côté d'une tumeur maligne et on va perdre du temps dans la prise en charge thérapeutique de la patiente. Et à partir de ce groupe indéterminé est apparu le Superman, l'ORAD, la classification ORAD, l'Ovarian Annexal Imaging Reporting Data System, ORAD, comme le BIRADS pour le sein, le LIRADS pour le foie, le PIRADS pour la prostate, c'est la même chose. Le but étant de standardiser les comptes rendus, tout le monde va parler le même langage, de stratifier le risque de malignité d'une tumeur et d'orienter la prise en charge thérapeutique. Le but étant de limiter le nombre de chirurgies inappropriées ayant un effet néfaste sur la fertilité en période d'activité génitale. Vous le savez déjà, il existe deux classifications ORAD. L'ORAS échographique appelé ORAS US, je pense vous en tant que gynécologue, vous êtes en train de l'appliquer. Et la deuxième classification, c'est l'ORAS IRM, l'ORAS dans la classification dans l'imagerie par résonance magnétique. Je ne vais pas m'attarder sur l'ORAS US, surtout dans la classe 1. Je vais m'attarder uniquement dans les lésions qui restent indéterminées au terme de l'examen échographique. L'ORAS US1, ce sont les images physiologiques de la femme en période d'activité génitale. L'ORAS US2, ce sont les lésions certainement bénignes. Ça inclut les lésions kystiques uniloculaires sans portion solide. C'est à partir de l'ORAS US3 où la lésion peut rester indéterminée au terme de l'examen échographique. Ce sont les lésions avec un risque de malignité qui est intermédiaire, estimé entre 1 à 10%. Ce sont les masses avec une taille supérieure à 10 cm, c'est-à-dire les masses ORAS US2, mais dont la taille dépasse les 10 cm. On a des difficultés à bien les caractériser en échographie du fait de sa taille. La masse kystique uniloculaire avec une irrégularité de la paroi. Les masses kystiques multiloculaires de moins de 10 cm avec des cloisons régulières et un score Doppler de 1 à 3. Ce sont les masses solides sans flux Doppler au contour régulier.
L'ORAS US4 en avance dans la suspicion de malignité. Ce sont les masses présentant un risque de malignité intermédiaire estimé entre 10 et 50%. Ce sont les masses kystiques multiloculaires, c'est-à-dire ORAS US3, mais dans la taille supérieure à 10 cm. Les masses kystiques multiloculaires avec des contours lisses et un score Doppler de 4, quelle que soit la taille. Les masses kystiques multiloculaires avec des parois et ou des septa irréguliers. Masses kystiques uniloculaires avec soit une portion solide, ici, soit 1 à 3 végétations, quel que soit le Doppler. Les masses kystiques multiloculaires avec une composante solide et un score Doppler de 1 à 2. En fin de compte, les masses solides de contours réguliers avec un score Doppler de 2 ou de 3 sont classées ORAS US4. Ce sont les masses de nature indéterminée par excellence. Les recommandations des différentes sociétés savantes, en cas de lésion ovarienne indéterminée au terme de l'examen échographique, il est fortement recommandé de réaliser une IRM pelvienne. Et cette IRM pelvienne doit obéir à un impératif technique bien précis. Elle doit comporter des séquences T2, des séquences T1 sans et avec saturation de la graisse et obligatoirement une séquence dynamique injectée ainsi qu'une séquence diffusion. L'ORAS US5, ce sont les lésions avec un très haut risque de malignité. La valeur prédictive positive est supérieure ou égale à 50%. Théoriquement, ces masses ne nécessitent pas souvent un complément par une IRM. Dans certaines situations, on fait une IRM, par exemple, dans cette tumeur cystadénome séreux borderline qui a été classée ORAS US5, il est préférable de réaliser une IRM pour faire la part entre un cystadénome séreux borderline et un cystadénocarcinome. C'est l'IRM qui permet de mieux caractériser donc ces tumeurs. Par contre, dans cette tumeur ovarienne avec un bouquet de bourgeons hypervascularisés au Doppler couleur, associé à une carcinose péritoniale, des masses péritoniales hypervascularisées avec une vascularisation identique à la tumeur. C'est un ORAS US5 avec une carcinose péritoniale. Ce n'est pas la peine de faire une IRM. On passe directement au scanner thoraco-abdominopelvien pour un bilan d'extension exhaustive. L'ORAS IRM, il identifie également 5 scores. L'ORAS IRM 1, quand la lésion a disparu entre l'écho et l'IRM, il n'y a plus de masse ovarienne, l'examen sera classé ORAS IRM 1, ou bien la lésion est extra-ovarienne. Parfois, on fait l'IRM parce qu'on a du mal en échographie à raccorder cette masse à l'annexe. Donc, on fait l'IRM, la masse est extra-annexielle, l'examen sera classé ORAS IRM 1. L'ORAS IRM 2, ce sont les lésions certainement bénignes avec une valeur prédictive positive de malignité très faible, de moins de 2%. Ce sont les lésions kystiques uniloculaires, liquidiennes, sans portion tissulaire, les lésions kystiques, les kystes endométriosiques de l'ovaire, les lésions à contenu graisseux, les tératomes bénins, matures, l'absence de rehaussement, l'absence de portion tissulaire ou présence d'une portion tissulaire qui est en hyposignal T2, hyposignal diffusion, c'est les composantes fibreuses, ça s'appelle dark ou noir en diffusion, noir en T2, c'est typique des lésions fibreuses qui sont bénignes, qui peuvent être classées ORAS IRM2. L'ORAS IRM3, ce sont les lésions probablement bénignes avec un risque de malignité de moins de 5%. Ce sont les lésions kystiques uniloculaires avec un contenu protéinacé ou hémorragique, sans portion tissulaire. Ce sont les lésions kystiques multiloculaires sans portion tissulaire. Ce sont les lésions qui comportent une portion tissulaire qui se rehausse selon une courbe de type 1. Je vais vous rappeler tout à l'heure les courbes. La courbe de type 1 d'une portion tissulaire permet de classer la patiente en ORAS IRM3. L'ORAS IRM4, ce sont des lésions indéterminées au terme de l'IRM parce que la valeur prédictive positive de malignité est très disparate, allant de 5 à 95%. Donc, ce sont des patientes qui seront prises en charge comme une tumeur maligne. Et à l'IRM, ce sont les lésions qui comportent une portion tissulaire qui se rehausse selon une courbe de type 2. L'ORAS IRM5, ce sont les lésions par excellence malignes avec une valeur prédictive positive de malignité de plus de 95%. Ce sont les tumeurs qui présentent une portion tissulaire avec un rehaussement selon une courbe de type 3
et ou présence d'implants péritonéaux. Je rappelle dans le lexique standardisé, qu'est-ce que ça veut dire une portion tissulaire? Une portion tissulaire, soit en écho, soit en IRM, ce sont les septa épais irréguliers, ce sont les végétations dont la hauteur dépasse les 3 mm, la présence d'un nodule mural ou la présence d'une masse solide qui est définie par la présence d'une composante solide qui occupe plus de 80% du volume tumoral. Comment on raisonne en IRM? La première question à se poser, la masse est-elle annexielle? Sinon, l'examen sera classé au RADS IRM1. Si la masse est bien annexielle, existe-t-il d'implants péritonéaux? Si oui, l'examen sera classé d'emblée au RADS IRM5. Ce n'est même pas la peine de faire les courbes et de caractériser la masse. Elle est au RADS IRM5. Peut-être il faut caractériser la nature tissulaire et approcher l'histologie de la masse. S'il n'y a pas d'implant péritonéaux, existe-t-il une portion tissulaire? S'il n'y a pas de portion tissulaire, la lésion sera classée au RADS 2. Si la lésion tissulaire existe, est-elle en hypo-T2 et en hypodiffusion, c'est-à-dire dark? C'est la composante fibreuse qui classe la lésion en RADS IRM2. S'il y a un hypersignal T2 ou un hypersignal diffusion, il faut étudier les courbes. La courbe de type 1, c'est une courbe progressive sans plateau. Elle est typique avec une spécificité de 90% des tumeurs bénignes. La lésion sera classée au RAS 3. Si la courbe elle est de type 2, c'est une prise de contraste intense qui reste inférieure à celle du myomètre avec un plateau. La lésion sera classée au RADS IRM 4. C'est typique des tumeurs borderline. La courbe de type 3, c'est une courbe qui est plus précoce, c'est une prise de contraste plus précoce que celle du myomètre, quelle que soit la morphologie. La lésion sera classée au RADS IRM5 et elle est corrélée avec une spécificité de 100% avec le diagnostic d'une tumeur maligne. Cogitant à travers des cas de la vraie vie. Donc, c'est une patiente qui m'a été adressée, une jeune patiente de 22 ans pour douleur pelvienne. L'échographie réalisée par voie suspubienne, parce qu'elle est vierge, trouve une double masse ovarienne gauche, kystique et tissulaire. La composante tissulaire est hyperéchogène hétérogène, mesurant respectivement 8 et 5 cm. On commence toujours par une étude, par une étude sagittale. Je vais les voir, on va les voir de façon... Voilà. On commence toujours par le côté droit. On passe ici par l'ovaire droit, qui est le siège d'un kyste folliculaire de 38 mm de grand axe, d'allure banale, avec des follicules périphériques qui sont refoulés par ce kyste folliculaire. On tombe sur l'ovaire gauche. Vous voyez le parenchyme ovarien gauche, il est refoulé en haut. Il existe deux masses adjacentes, l'une postérieure et l'autre antérieure. Elles sont en hypersignal T2. On passe à la coupe axiale, une masse antérieure, une masse postérieure. La masse postérieure est de signal liquidien, hypersignal T2, hyposignal T1, présentant une composante bourgeonnante en hypo-T2, hyposignal diffusion. Donc, on est dans le dark. La lésion, cette première lésion est classée au RADS IRM2. La deuxième lésion, elle présente un hypersignal T2 hétérogène, un hypersignal T1 identique à celui de la graisse, qui s'annule sur la séquence FATSAT. La séquence FATSAT, c'est une séquence qui annule le signal de la graisse. Vous voyez la séquence T1 ici, la graisse est blanche. C'est une séquence T1 FATSAT où la graisse a été annulée. Et vous voyez, cette masse se comporte exactement comme la graisse sous-cutanée. Il s'agit bel et bien d'une tumeur également au RADS IRM2. Il s'agit d'une tumeur composite de l'ovaire gauche, cystadénofibrome séreux bénin, et tératome mature, associant donc cystadénofibrome et tératome mature. Deuxième cas, c'est une femme de 38 ans qui est explorée pour une masse de l'ovaire droit multiloculaire avec une composante solide, un score Doppler de type 2, c'est un ORADS US4.
elle vient à l'IRM pour une meilleure caractérisation lésionnelle. On retrouve la masse ovarienne. Elle a une double composante, kystique prédominante et tissulaire périphérique. La composante tissulaire est en hypersignal T2, hypersignal diffusion. Donc, on étudie les courbes. La courbe est de type 2. Il s'agit, en appliquant cette rubrique, il s'agit d'un ORATS IRM4. Maintenant, on doit avancer et caractériser sur le plan histologique la lésion. C'est une lésion kystique biloculée avec une composante tissulaire bourgeonnante périphérique. Les deux loculi présentent un signal liquidien pur, identique sur toutes les séquences. On a évoqué le diagnostic d'un cystadénome séreux borderline confirmé par l'anatomopathologie. Un autre dossier, une masse de l'ovaire droit multiloculaire, masse kystique multiloculaire avec des septa irréguliers vascularisés au Doppler, ORATS US4. Donc, on retrouve cette masse ovarienne qui est kystique prédominante avec des cloisons irrégulières, hypersignal diffusion de la composante tissulaire, se ressent selon une courbe de type 2. ORATS, toujours on applique ce diagramme, ORATS IRM4. On va essayer de caractériser la lésion. Il s'agit d'une lésion multiloculaire, plusieurs logettes. Les logettes n'ont pas le même signal sur toutes les séquences, avec quelques logettes de signal relativement bas en T2, relativement hyper signal T1, évoquant de la mucine. On a évoqué le diagnostic d'un cystadénome mucineux borderline prouvé histologiquement. Je pense que c'est le dernier cas dans l'ORAS. C'est une jeune patiente qui est explorée pour une distension abdominale et altération de l'état général. L'échographie retrouve une masse annexielle solido-kystique végétante avec un comblement tissulaire du cul-de-sac de Douglas et acide abondante, donc ORAS US5. Théoriquement, on ne passe pas par la case IRM. Théoriquement, on fait un scanner directement. Mais il existe des tumeurs qui sont appelées à les limites de la médignité, qui se voient chez les femmes jeunes, en pleine activité génitale. Ils peuvent être de nature séreuse ou mucineuse et la chirurgie doit être la plus conservatrice possible afin de préserver la fertilité. Donc, il est très important de bien caractériser ces masses. Et effectivement, on a fait une IRM qui a trouvé deux lésions volumineuses, lésions kystiques des deux ovaires bilatérales avec des bourgeons endo- et exokystiques, réalisant un aspect classique en feuille de fougère. La portion tissulaire se rehausse selon une courbe de type 2. Et voilà, c'est le feuille de fougère typique d'une tumeur séreuse borderline. C'est important de faire l'IRM pour mieux caractériser cette masse ovarienne. Il existe deux autres cas, je m'excuse, dans l'ORAT. Donc, juste pour la caractérisation lésionnelle, donc c'est une masse à double composante kystique et tissulaire qui se rehausse selon une courbe de type 3. La composante kystique se présente comme les logettes de petite taille en éponge typique d'une tumeur de la granulosa, d'autant plus qu'elle s'accompagne de signes d'hypersécrétion oestrogénique par ici l'épaississement de l'endomètre. Une dernière masse dans l'ORAT, kystique et tissulaire. On va rapidement, mais la composante tissulaire présente une caractéristique. Vous voyez ici l'hypersignal T1 qui s'annule sur la séquence de graisse, une petite composante graisseuse permettant d'évoquer le diagnostic d'un tératome immature. Au-delà de l'ORAT, quelles informations au compte-rendu radiologique qui sont utiles aux chirurgiens? Un compte-rendu explicite de l'imagerie doit permettre aux médecins traitants de définir la conduite thérapeutique. Il faut bien préciser la taille. On a beau décrire des végétations, des courbes de type 2, mais le gynécologue ou le chirurgien carcinologue, il s'en fout. Il veut une conclusion, il veut une approche de la bénignité ou de la malignité de la lésion, il veut une approche histologique. Donc, le compte-rendu doit comprendre une conclusion claire. Les tumeurs présumées bénignes qui peuvent impacter la fertilité chez les femmes jeunes, on doit préciser la taille de l'ovaire restant, l'aspect de l'annexe contrôlatéral. Dans les tumeurs malignes, il faut préciser les organes atteints pour que le chirurgien sache la lourdeur du geste. On doit préciser également les critères de non-résecabilité.
Dans les cancers secondaires de l'ovaire, parfois, dans notre exploration, on doit faire attention dans les limites du champ. On trouve la tumeur primitive. Ici, on a trouvé une tumeur, je vais rapidement, une tumeur de la boucle sigmoïdienne avec une carcinose péritonéale grâce à ces séquences diffusion qui permettent de voir le blanc sur du noir. Voici la tumeur et vous voyez dans les limites de l'exploration, on trouve un hypersignal dans une anse digestive, on trouve également un nodule de carcinose et si on analyse les coupes une par une, vous voyez le nodule de carcinose, l'épaississement digestif et la tumeur ovarienne. Donc, on a pu faire le diagnostic d'une tumeur ovarienne secondaire à un cancer digestif d'une boucle sigmoïdienne avec une carcinose péritonéale. Le radiologue également doit chercher d'éventuelles complications de ces masses ovariennes. Existe-t-il une torsion, une subtorsion de l'annexe? Ici, une tumeur ovarienne borderline de l'ovaire droit. Donc, c'est une volumineuse lésion kystique. Vous voyez, il existe des bourgeons. Ces bourgeons étaient en hypersignal diffusion. On a fait les courbes. C'est une courbe de type 2. C'est un ORADS IRM 4. Et vous voyez qu'il existe un wire sign au niveau de l'axe vasculaire de l'ovaire droit, permettant de porter le diagnostic d'une subtorsion sur une masse ovarienne, tumeur séreuse borderline papillaire et micropapillaire de l'ovaire droit. En conclusion, l'ORAS a permis de standardiser les pratiques en structurant les comptes rendus, une évaluation simple et reproductible du risque de malignité. Le radiologue doit approcher également la nature lésionnelle sur les signes morphologiques, sur l'âge de la patiente, sur les marqueurs tumoraux, afin de déboucher sur une conduite à tenir claire pour le clinicien. Nous sommes les yeux. Nous sommes les radiologues les yeux, vous êtes les chirurgiens les mains. L'essentiel, c'est de communiquer entre nous. Je vous remercie. Je vous remercie, docteur, pour votre excellente présentation, qui était nette, pédagogique. Je vous remercie. Et nous passons à la deuxième communication. On laisse les questions pour en dernier, pour gagner un peu de temps. Voilà. On invitera les orateurs à la fin de la séance pour les questions. Donc, on donne la parole au docteur Asma Ben Abdelaziz pour nous présenter les marqueurs biologiques qui suite aux images de l'ovaire. À vous, docteur. Pour avancer, je commence par remercier la STIGEO pour cette invitation. Je suis docteur Asma Ben Abdelaziz, je suis biochimiste, AFU en biochimie, je travaille au laboratoire de biochimie Sahoul. Je suis ravie par cette invitation et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les récentes informations concernant les marqueurs biologiques d'exploration des tumeurs ovariennes. Donc, on a commencé par la fin. D'accord, merci. Juste, voilà. Donc, je vais commencer cette présentation par quelques chiffres clés. Donc, le cancer de l'ovaire, c'est le septième cancer le plus répandu dans la population féminine. Il est le 5e cause de décès par cancer chez la femme. Donc, c'est pourquoi il est le cancer gynécologique le plus mortel. En fait, la survie dans les 5 années suivant le diagnostic, après le diagnostic de cancer de l'ovaire, est de 6% si on est diagnostiqué au stade 4, 20% au stade 3 et 90% si on est diagnostiqué au stade 1. Malheureusement, 70% des femmes sont diagnostiquées au stade 3 et 4, ce qui nous met devant des vrais challenges. C'est en fait, le premier challenge, c'est de faire le diagnostic précoce, mais également faire ce diagnostic précoce avec les méthodes les moins invasives possibles.
Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis ici pour vous parler des marqueurs tumoraux, de l'exploration du cancer de l'ovaire, sachant qu'un marqueur biologique, il peut servir en milieu clinique à quoi? La première chose, c'est pouvoir estimer le risque de la maladie, puis réaliser le screening, après réaliser le diagnostic. Donc pour faire le... D'accord. Puis on va faire le screening, le diagnostic et le diagnostic différentiel. Également évaluer le pronostic de la patiente, prédire après la réponse thérapeutique, faire le monitoring du traitement, également la détection des récurrences de la maladie. Donc la National Cancer Institute, qui est la société américaine qui travaille sur un programme de l'optimisation de la validation des marqueurs biologiques de tous les cancers, compte actuellement, jusqu'à ce jour-là, 522 marqueurs biologiques utilisés pour l'exploration du cancer ovarien, sachant qu'ils sont étalés entre la phase 1 et la phase 5. La phase 1, c'est tout ce qui est essai préclinique, sont des marqueurs dans les laboratoires, ils ne sont pas pour le grand public, et après, à partir de la phase 2, on parle des essais cliniques, des études prospectives et des études cas témoins. Donc, si on regarde le graphique, on voit qu'en fait, le cancer ovarien, parmi les top 3 des cancers les plus étudiés sur le plan biologique. Donc, on va commencer par la première utilité d'un marqueur biologique dans le cadre de l'exploration du cancer ovarien, c'est le risque de la maladie, mais également on va parler du screening et le diagnostic. Donc pour l'évaluation du risque, on va parler essentiellement des mutations qui nous rendent les patientes plus prédisposées à développer ce risque. Donc si on dit prédisposition génétique de cancer de l'ovaire, je pense bien que ces termes sont assez familiers pour vous. Ce sont les gènes, les mutations au niveau des gènes BRCA1 et BRCA2 qui ont un rôle réparateur des erreurs des cassures de l'ADN, et les gènes de système mismatch repair, MMR. Donc, pourquoi on étudie ça? Parce qu'en fait, le risque de développer un cancer ovarien chez la population générale de 1,6%, mais si on porte une mutation au niveau du gène MMR, ça va être augmenté à 10%. Si on porte une mutation au niveau du gène BRCD2, ça va augmenter à 18%. Et à votre avis, si on porte la mutation au niveau du gène BRCA1, ça augmente à 40%. Donc, en Tunisie, on n'est pas épargné. Donc, selon la dernière revue systématique publiée en 2022, qui étudie la prévalence de ces mutations au niveau du Maghreb arabe et essentiellement en Tunisie, on compte 76 mutations au niveau du gène BRCA1 ou BRCE2, et parmi 18 nouvelles aberrations qui ont été décrites uniquement au niveau du Maghreb, il y avait 11 qui ont été découvertes en Tunisie. Donc, maintenant, on va parler pour la recherche de la prédisposition. On va dire pourquoi, comment et chez qui. On va commencer par le pourquoi. Donc, la réponse, elle est assez évidente. C'est pour assurer un screening précoce. Oui, on cherche les personnes prédisposées pour assurer un screening, mais également pour réduire le nombre de patientes qui vont passer à l'étape de screening. L'étape de screening, ça reste une étape de stress émotionnel pour la femme qui va passer par des dosages, par des tests radiographiques et pour également l'attente de résultats. Donc, chez qui, déjà, on doit faire cette exploration? Donc, les dernières recommandations de la US Preventive Service Task Force, c'est de 2019. Donc, les recommandations sont assez claires. Il faut chercher cette prédisposition chez les patients ayant des antécédents familiaux de cancer de l'ovaire et de le sein. Mais il n'est pas recommandé de faire ce test-là pour la population générale. Donc, ça, c'est clair. Et maintenant, comment on va réaliser ce test-là? Donc, selon les dernières recommandations de la Société européenne de l'oncologie médicale depuis 2023, donc, ils reconnaissent pour ces personnes-là qui ont des antécédents familiaux de cancer de sein ou de l'ovaire de réaliser un test, un panel multigénique. Ce panel multigénique, il a été défini depuis 2018 par la société française, par le groupe génétique français Génétique Cancer, et il regroupe un panel de 13 gènes. Les gènes en rouge sont les gènes qui sont impliqués dans le cancer de l'ovaire. Le reste, c'est entre cancer de l'ovaire et cancer de sein. Donc ce panel, il est disponible et il est réalisable
en sous-traitance. Si on veut le faire en Tunisie, on le réalise en sous-traitance. Ça coûte 1 500 €. Donc, c'est réalisé une seule fois dans la vie. Et c'est un simple prélèvement d'un tube NFS. La technique utilisée, c'est la NGS, c'est Next Generation Sequencing. C'est un test unique, multiplex, utilisant un large panel de gènes. Donc, on va aller cibler les gènes les plus impliqués dans le cancer de l'ovaire et de cancer de sein, et on va chercher avec le séquençage les mutations les plus plausibles. Donc l'avantage, ça se fait une seule fois, plusieurs gènes à la fois, et il n'exige qu'une petite quantité d'ADN, un simple prélèvement. Les étapes de NGS entre préparation de la librairie et l'interprétation biologique, donc ça passe par une longue étape, et on attend un délai de rendu de résultat en ordre de mois, généralement 2 mois pour obtenir un résultat. Donc, maintenant, on va passer, une fois on a ciblé, on a connu la population qui est prédisposée à avoir un cancer de l'ovaire, on va passer maintenant à l'étape de screening, qui est une étape cruciale. Ce qui est reconnu maintenant, en termes de screening, le screening par d'un simple dosage de CA125 supérieur à 35 unités internationales par millilitre n'est pas préconisable, n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé actuellement, c'est associer ce dosage-là à une échographie endovaginale. Donc, en associant ces deux techniques, biologie et imagerie, on peut assurer un screening le plus sensible et le plus spécifique possible. La CA125, elle est le marqueur le plus connu de l'exploration du cancer de l'ovaire. Elle est connue depuis 1988, on le connaît depuis plusieurs années. On avait beaucoup d'espoir sur ce marqueur-là au début. On voulait faire tout, c'est un diagnostic précoce, suivi et tout. Mais en fait, on va parler après des limites de ce marqueur-là. La méthode de dosage disponible actuellement, sont des méthodes immunométriques, type sandwich. La plus répandue en Tunisie, on utilise l'électrochimie-luminescence. Pourquoi je vous insiste un tout petit peu sur cette technique-là? Parce qu'il y a une interférence qui n'est pas à négliger avec les patients qui sont traités par la biotine, traités par des médicaments qui contiennent la biotine, ou bien qui prennent des compléments alimentaires contenant la biotine. Généralement, il y a beaucoup de patientèles qui prennent des compléments alimentaires pour les soins cheveux, ongles, qui sont riches en biotine. Si on souhaite faire un examen de CA125 ou tout examen qui utilise la technique électrochimie-luminescence, il faut faire une abstinence de 8 jours minimum. Donc, la CA125, c'est bien, mais jamais en solo. Pourquoi? Parce qu'elle manque de spécificité, parce qu'on peut avoir des faux positifs chez les patients atteints d'endométriose, des kystes ovariens. Les patientes en menstruation, ils peuvent également un taux élevé de CA125 au cours de la grossesse, surtout 3e trimestre, les pathologies séreuses telles que pleurale et tout, les autres néoplasies telles que le cancer de côlon et métastases. Le manque de sensibilité également, on a décrit que en fait, la CA125, elle est normale chez 50% des patientes en stade précoce. Donc vraiment, je crois qu'avec cette diapo-là, je peux vous convaincre qu'en biologiste, CA125 tout seul coché dans un bilan de patiente sans échographie endovaginale, ça ne va pas servir, ça va alarmer la patiente peut-être pour rien. Donc, maintenant, pour ce screening, je le fais chez qui et quand? Donc, on est d'accord que les patients les prédisposés sont les patients qui ont des aberrations génétiques au niveau du panel décrit auparavant. Ce qu'on reconnaît est de réaliser tous les 6 mois la CA125, le dosage de la CA125, également l'échographie endovaginale. Tous les 6 mois, mais en fait, à partir là où on a su qu'on est prédisposé, jusqu'à la réalisation de la chirurgie prophylactique. Là, après ça, on ne conseille plus de faire un suivi biologique, au moins pour la biologie. Donc, ce qu'on va retenir de la dernière recommandation de la Société d'oncologie médicale européenne, c'est une CA25 et une échographie endovaginale tous les 6 mois. Et cela, si on est porteur de la mutation BRCA1 entre 35 et 40 ans et BCR2 entre 40 et 45 ans, on attend théoriquement, après cet âge-là, que la chirurgie prophylactique a été réalisée.
Maintenant, on va parler du diagnostic. Maintenant, on a fait étudié la prédisposition, on a réalisé le screening et on va passer à l'étape diagnostic. Donc, pour les diagnostics, selon la recommandation des collèges nationaux de gynécologie obstétricienne français, ce qui est non recommandé, c'est les marqueurs tels que la CA19-9 et l'ACE, la HE4 urinaire, les auto-anticorps associés aux tumeurs. Petite parenthèse pour les auto-anticorps, il y a certains auto-anticorps qui sont encore de stade d'étude, ils peuvent avoir des résultats prometteurs, mais je vous parle de ce qui est recommandé maintenant. Ce qui est recommandé, voilà, c'est en fait les marqueurs suivants, la CA125, la HE4 sérique et le score romain. Donc, c'est quoi le HE4? C'est le Human Epidermis Protein 4. Et c'est une protéine surexprimée chez les patientes ayant un cancer de l'ovaire, même dans les premiers stades. Ça, c'est un avantage. Principalement dans les cancers de type séreux. Son expression est indépendante de celle de CA125. Donc, elle est tout à fait indépendante de l'expression de CA125. Elle est même plus précoce, son expression elle est plus précoce de 2 à 3 mois que la CA125. Et effective dans 50% des cancers qui n'expriment la CA125. Donc, vraiment, elle apporte un avantage par rapport à la CA125. Lorsqu'elle a été découverte en 2008, la HE4, elle a été reconnue pour réaliser le suivi des patientes qui ont le cancer de l'ovaire. Maintenant, récemment, elle est plutôt conseillée pour réaliser le diagnostic. Donc, elle a passé marqueur diagnostic. Maintenant, on va parler encore plus. Alors, c'est encore mieux de HE4 ou bien le CA125. On va parler du score. Et en fait, la notion de score, quel que soit le score, c'est en fait une notion qui porte la notion de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est face à des big data, un grand recul de dosage de CA124 et HE4, des données cliniques qui en a combiné tout ça avec la machine learning pour réaliser des scores pour prédire. Donc ça, c'est la notion du score en général. Et on va vous parler du score romain, qui est le score le plus reconnu, le plus ancien. C'est en fait un algorithme évalue un risque malignité en associant les mesures sériques de HE4, CA125 et les statuts ménopausales. Donc elle associe tout ça. Et en fait, juste une petite précision, pour réaliser ce score-là, ça, ce score romain, c'est un simple calcul. Pour réaliser ce score, il faut doser CA125 et HE4 par la même technique. Donc, si par exemple, je dis CA125, elle est dosée par ELISA et l'autre est dosée par électrochimiluminescence, le score, ça ne va pas être très contributif. Il assure une sensibilité de 79% et une spécificité de 78%. Donc, le score, il permet de distinguer les femmes à risque élevé et les femmes à risque faible. Maintenant, je vais vous parler des nouveaux marqueurs. Ces nouveaux marqueurs qui ont connu une flambée à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'essor de la biologie moléculaire. Je vais vous parler essentiellement de 3 nouveaux marqueurs et ce n'est pas exhaustif pour être honnête. Overa, biopsie liquide et CancerSeek. Donc, Overa, en fait, c'est une analyse réalisée sur le sang. Donc, notre prélèvement, c'est du sang. Il est commercialisé aux États-Unis depuis 2022. Donc, la première publication parlant de ce score-là, ça date de 2016. Et en fait, il est récemment disponible pour le grand public parce qu'il était autorisé par la FDA depuis 2022. C'est quoi? C'est en fait un index multivarié de la 2e génération qui comprend les paramètres suivants. À la fois le dosage de HE4, FSH, CA125, transférine et apolipoprotéine. Donc, les sensibilités, il y a une sensibilité très bonne sensibilité à 91% à 94% et une bonne spécificité également. Maintenant, pour la biopsie liquide. La biopsie liquide, c'est un terme que certainement vous avez entendu. C'est non seulement pour le cancer de l'ovaire, mais pour tout autre cancer. C'est quoi? La biopsie liquide repose sur la détection dans le sang ou dans d'autres liquides biologiques. Donc notre matrice, ça peut être du sang, également des urines, du LCR. Et on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des cellules tumorales ou bien le produit de relargage de ces cellules tumorales. En effet, si on voit la tumeur, je sais pas comment faire. Voilà.
Si on veut voir la tumeur, par mécanisme de relargage, par nécrose et apoptosécrétion, elle va relarguer des composants. Soit il va relarguer la cellule tumorale elle-même, donc, mais en fait sa demi-vie est de 4 heures. Il y a quelques contraintes avec lorsqu'on va travailler sur des cellules tumorales intactes, mais également elle peut relarguer des ADN tumorales circulants, ce qu'on appelle ACT-DNA, ou bien des ADN tumorales méthylés, on parle de l'épigénétique. Et les micro-ARN sont très tendance aujourd'hui, également les vésicules extracellulaires. Tout ça, ça peut être relargué dans le sang par les tumeurs. Donc, c'est une tumeur qui est très loin, mais en fait, elle va laisser sa trace au niveau du sang, ce qui rend le concept de biopsie liquide très intéressant pour réaliser un diagnostic précoce, mais également pour surveiller les micrométastases, pour évaluer la minimal residual disease et la sélection suivie de la réponse du traitement. Donc, l'application de la biopsie liquide ne s'arrête pas au stade diagnostic, mais également elle continue dans le stade suivi du traitement et suivi de la réponse. Donc, c'est un terme très récent. Il a été introduit comme mot mèche sur PubMed depuis 2018. Et actuellement, si on va faire une recherche bibliographique cancer ovarien et liquid biopsy, on va trouver uniquement 49 publications sur PubMed. La plus récente, c'est 2023, et la plus ancienne, en 2016. Donc, quelles sont les matrices? On les a dit, en fait, c'est soit les cellules, soit leur matériel génétique. Et les techniques de dosage, c'est entre NGS, la RT-PCR et multiplex également. Donc, il y a plusieurs techniques. C'est en fait... entre l'évaluation du bénéfice et de la sensibilité qu'on opte vers une technique que vers une autre. Donc l'avantage, c'est en fait une facilité de prélèvement. L'hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire que ce que la relarguée tumeur, on peut faire en vision intratumorale et intertumorale. Et une hétérogénéité temporelle, surtout ça c'est intéressant, c'est un examen qui n'est pas invasif. Donc on peut avoir une vision. On peut répéter le prélèvement autant de fois qu'on veut, mais on va également avoir une vision chronologique, c'est-à-dire la patiente au début de la maladie, elle va prélever après quelques mois pour comparer, et c'est avec une simple prise de sang. Les inconvénients, c'est en fait pour les tumeurs de petite taille, vraiment ça peut manquer de sensibilité. Également le problème de dilution des cellules dans du matériel génétique non tumoral, c'est-à-dire que le matériel génétique de la tumeur, il est dilué dans notre propre matériel génétique. Et il y a des solutions préanalytiques pour remédier à ça, mais en fait, il y a toujours ce problème-là. Et la présence d'inhibiteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amplifier. C'est pourquoi l'obtention d'un résultat négatif encore de biopsie liquide ne peut pas écarter avec certitude la maladie. L'obtention du résultat positif pose un diagnostic de certitude. Donc, troisième et dernier nouveau marqueur, c'est le cancer-seq. Ça, c'est un mélange entre biopsie liquide et OVERA, une sorte. C'est quoi en fait? L'article a été publié en 2018, c'était une recherche publiée en 2018 et qui a été approuvée par la par la Food and Drug Administration en 2019-2020. Donc, il s'agit de quoi? De prélever une prise de sang, on parle toujours d'une prise de sang, et on va chercher 1933 mutations génétiques et on va doser 8 biomarqueurs. On va mettre tout ça à l'intelligence artificielle et qui va nous calculer un score et nous dire est-ce qu'on atteint de cancer ou pas. Sachant que cette technique cancer-seq n'est pas uniquement dédié à le cancer de l'ovaire, mais à 7 autres cancers, y compris le cancer de sein, cancer de poumon et autres cancers. Donc, vu que cette technique-là, selon l'étude publiée, elle offre une sensibilité de 98% et une spécificité de 99%. Donc vraiment, il n'y a pas mieux si on rêve d'un marqueur biologique qui pour le diagnostic. Mais juste, il y a une petite nuance, qu'en fait, ce sont les résultats d'une étude qui a été réalisée chez un groupe de 1005 patients atteints de différents types de cancers, et que ces résultats obtenus pour ce cancer de l'ovaire, il faut savoir que 76% de ces patients sont détectés au stade 3. Au stade 3, si on compare la CA125, il offre une sensibilité de 90% et une spécificité de 97%.
Donc, c'est parmi les limites de cette étude. Donc, en conclusion, au cours de ces 20 dernières années, l'exploration biologique du cancer de l'ovaire a connu une avancée considérable. Elle comprend la génomique, la protéomique et l'épigénétique. C'est dans le cadre de médecine personnalisée, d'assurer le bon diagnostic, le bon traitement au bon patient et au bon moment et à juste prix. Mais juste, il faut cerner avec précision, comprendre les challenges qui sont imposés par tout ce savoir-là. Il faut tout d'abord cerner avec précision les populations à risque, donc par détection des mutations génétiques spécifiques. Je parle surtout ici pour l'accessibilité. La recherche de la prédisposition génétique, elle est vraiment pas démocratisée, c'est-à-dire qu'elle est assez chère jusqu'à maintenant. Suivre l'évolution des tests génétiques, protéomiques et des données massives, c'est Big Data. Donc vraiment, on a une flambée d'invention, de découverte de protéines, aussi bien que de marqueurs génomiques du cancer de l'ovaire. Mais surtout, troisième point, adopter une perspective critique envers les divers tests disponibles. Donc c'est bien d'avoir 522 marqueurs biologiques dédiés à l'exploration du cancer de l'ovaire, mais il faut avoir un œil critique. Et cette œil critique, on peut l'avoir en réalisant des méta-analyses et des études prospectives. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'est bénéfique. Merci, Dr Asma Ben Abdelaziz, pour cette excellente présentation. On laisse bien sûr la discussion pour la fin. Juste pour la dernière conférence, donc M. Levesque, il est actuellement, je pense, connecté avec nous. Donc c'est en vidéoconférence qu'on va la voir, l'apport de la célioscopie dans la prise en charge de ces tumeurs ovariennes. Donc on va voir la conférence qui est enregistrée. Pour la discussion, il va donc rester avec nous, connecté, donc pour la fin de cette session. À vous la parole. Je voudrais en premier lieu remercier Béchir de la confiance qu'il m'a accordée pour vous présenter la place de la célioscopie dans ce qu'il ne faut pas faire, on commencera par là, c'est très certainement une annexectomie chez une femme jeune devant une tumeur ovarienne, car on est fréquemment confronté à des tumeurs dont le traitement n'est pas nécessairement chirurgical et certains traitements permettent de préserver la fertilité de ces patientes jeunes. Deuxième écueil, c'est la biopsie tumorale ou la kystectomie avec effraction qui est source de dissémination de cellules potentiellement malignes. Dissémination favorisée par le gaz de célioscopie, dissémination de cellules malignes, que ce soit dans les tumeurs épithéliales malignes ou borderline, tumeurs malignes de type 1 qui sont volontiers encapsulées et de type 2 de stade précoce. La rupture péropératoire est en effet un événement grave, comme en témoigne cette publication venant de la database américaine sur plus de 8000 patientes, dont 2600 ont eu une chirurgie mini-invasive et en totalité près de 2000 ruptures péropératoires. On constate deux éléments. D'une part, que la chirurgie mini-invasive est un facteur indépendant de rupture, augmentant le risque par rapport à la laparotomie de 17%. Et on voit aussi que les conséquences de la rupture, qu'elles surviennent d'ailleurs à l'occasion d'une chirurgie mini-invasive ou d'une chirurgie ouverte, eh bien, obèrent le pronostic. Donc on pourrait en rester là en disant qu'en 2023, il n'y a aucune place diagnostique à la laparoscopie, ceci du moins en théorie. En réalité, la célioscopie reste très utile pour évaluer un certain nombre d'éléments, la fertilité dans les tumeurs bénignes et en particulier dans l'endométriose, l'opérabilité et l'extension de la pathologie dans les tumeurs malignes, ainsi que la réponse thérapeutique. Si l'on s'intéresse à l'endométriose ovarienne, on voit que notre collège des gynécologues obstétriciens français préconise ce que j'appelle une célioscopie utile. Utile, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la place pour une célioscopie diagnostique, mais celle-ci doit s'insérer dans une stratégie de prise en charge de l'infertilité ou des douleurs.
Donc on voit bien que la célioscopie a de la place dans l'endométriose, évidemment. Si l'on considère les recommandations de Lechereux concernant l'infertilité, on voit bien qu'il existe de la place pour la chirurgie et que lors du geste chirurgical, des classifications doivent être utilisées. La question est, quelle classification pour quelle finalité? Si l'on se réfère au score le plus ancien, le score révisé de l'AFS, on voit que le score est d'une part relativement complexe et on voit aussi l'importance de la pathologie endométriosique ovarienne et le poids qu'elle exerce sur ce score divisant l'endométriose en endométriose minime et modérée qui relève plus de la prise en charge chirurgicale et les stades plus évolués qui relèvent plus de la prise en charge en PMA. Toutefois, ce score, pour très intéressant qu'il soit, est essentiellement tourné vers la fertilité. Il évalue la sévérité de l'endométriose, mais avec une vision tournée vers la fertilité. Deuxième score, le score AAGL, qui est un score qui devrait être, à mes yeux, plus souvent utilisé par les chirurgiens. En effet, ce score évalue la complexité potentielle de la chirurgie et on le voit bien ici, une excellente corrélation entre le niveau de complexité chirurgicale et le stade évalué par ce score. Ceci me paraît extrêmement intéressant parce que on sait très bien que la complexité de la chirurgie et la qualité de la chirurgie sont deux éléments qui sont intimement liés. Dernière classification qui est très utilisée, c'est l'Endometriosis Fertility Index, qui lui est intéressant parce que ce score évalue la probabilité de grossesse, mais ceci après une chirurgie de l'endométriose. Et on voit bien qu'il doit y avoir une corrélation entre le score précédent de l'AAGL et ce score Endometriosis Fertility Index. Donc on voit bien que en endométriose en particulier, la célioscopie a toute sa place pour évaluer la qualité de la chirurgie, la faisabilité de la chirurgie et l'impact de la chirurgie sur les grossesses à venir. Si on s'intéresse maintenant aux tumeurs borderline de l'ovaire, dans les tumeurs séreuses qui sont les plus fréquentes et qui sont assez volontiers diagnostiquées à un stade précoce, eh bien on voit que la célioscopie est utile parce qu'elle va permettre, dans les formes micropapillaires, de rechercher des implants péritonéaux et de qualifier ces implants péritonéaux, puisqu'il semblerait potentiellement, pour certains auteurs, faire changer la classification. Dans les tumeurs mucineuses, il en est de même, on recherchera des implants, et bien entendu dans les tumeurs mixtes séromucineuses. Donc l'évaluation de toute tumeur ovarienne, et en particulier si on la suppose borderline, impose une exploration complète de la cavité péritonéale. Voilà les recommandations sur les tumeurs borderline de l'ovaire, des recommandations françaises, et on voit bien que la célioscopie doit être privilégiée, mais avant le geste thérapeutique, eh bien, il doit y avoir une stadification célioscopique qui comporte une cytologie et une exploration avec des biopsies étagées. Je rappelle l'importance de ne pas commettre de rupture et de l'extraction protégée, mais ceci semble être évident. Si on s'intéresse maintenant aux tumeurs malignes de l'ovaire, les facteurs de non-résécabilité sont essentiellement liés à l'extension de la maladie, d'une part, la patiente en elle-même, qui peut être trop fragile pour supporter un geste chirurgical majeur, ou bien une équipe insuffisamment préparée, chirurgicale, anesthésique et réanimatrice.
Les marqueurs de non-résécabilité sont parfaitement connus et explorés. On retiendra en particulier une carcinose sur l'intestin grêle qui impose des résections extrêmement larges, ne laissant plus que moins de 1,5 mètre d'intestin sur les 6 mètres que l'on a en moyenne. Deuxième écueil, c'est l'atteinte de la racine du mésentère, et là les lésions sont quasiment inextirpables, de même que les lésions situées au niveau de la tête du pancréas, lorsqu'il y a un envahissement massif du pédicule hépatique, ou bien lorsqu'il y a une dissémination de métastases hépatiques inextirpables dans des conditions raisonnables. Juste cette diapositive pour souligner l'importance, le poids majeur d'une infiltration de la racine du mésentère, qui est un facteur majeur de non-résécabilité. La cystoscopie doit être utilisée dans les tumeurs épithéliales malignes de l'ovaire. Et voici une publication intéressante, très récente, puisqu'elle est sortie en 2003 dans Gynecologic Oncology, et on voit dans ce travail prospectif que la laparoscopie, la cystoscopie d'évaluation, fait beaucoup mieux que le scanner, et non seulement fait mieux, mais apporte un bénéfice direct pour la patiente. Dans ce travail, 192 patientes ont eu une cystoscopie d'évaluation première, tandis que 422 n'ont pas eu d'évaluation cystoscopique, mais une évaluation scanographique. Et quand on compare ces deux groupes, le groupe 1, laparoscopique, et le groupe 2, évaluation scanographique, eh bien on s'aperçoit que le geste chirurgical premier est grandement facilité par l'évaluation cystoscopique, avec des résultats qui sont bien meilleurs. On voit que globalement, la maladie résiduelle de moins de 1 cm est beaucoup plus facilement atteinte lorsque l'on a fait une évaluation cystoscopique correcte. La complexité chirurgicale en découle, de même que les complications. Donc, très clairement, aujourd'hui, devant une tumeur épithéliale maligne de l'ovaire, la cystoscopie a toute sa place pour évaluer la résécabilité chirurgicale. Deuxième publication, un petit peu plus ancienne, mais qui est quand même extrêmement importante et utile, c'est un travail randomisé où 201 patientes ayant des tumeurs séropapillaires de haut grade, de stade évolué, comme celles que nous rencontrons régulièrement, ont été randomisées en une évaluation cystoscopique puis une laparotomie versus d'emblée une laparotomie à visée d'exérèse chirurgicale. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque l'on fait une évaluation cystoscopique, eh bien, on a de bien meilleurs résultats en termes de résidus supérieurs à 1 cm. Vous voyez que si on a fait une évaluation cystoscopique de qualité, puis une laparoscopie, eh bien, nous n'aurons que 10% des patientes qui auront un résidu non optimal de plus de 1 cm versus 39% lorsqu'il y a eu simplement une laparotomie d'emblée. Donc, la cystoscopie permet d'obtenir de bien meilleurs résultats avec un risque relatif de lésions résiduelles de plus de 1 cm diminué de 75%, on le voit ici. Deuxième élément, on peut aujourd'hui évaluer aisément la résécabilité en utilisant le score très répandu d'Anna Fagotti que vous connaissez tous, et on voit bien que chez cette patiente avec une carcinose péritonéale massive, il y en a absolument partout, eh bien le score de Fagotti sera très clairement supérieur à 8, laissant donc ne laissant aucune place à une chirurgie optimale. Si on opère ce type de patiente, on sait pertinemment que la chirurgie sera incomplète.
Dernier point, aujourd'hui, la cystoscopie est vraiment extrêmement importante pour un diagnostic histologique et biologique. Et ceci suppose que lors de l'évaluation cystoscopique, on fasse des biopsies, et des biopsies suffisamment importantes pour confier du matériel en quantité suffisante à nos collègues pathologistes. Ceci est particulièrement important dans les stades inopérables d'emblée, puisque il y aura certainement une chimiothérapie qui sera proposée, Taxol carboplatine en particulier, et avec des résultats qui peuvent être tout à fait intéressants, qui fait que lorsque l'on réopérera la patiente à l'issue de cette chimiothérapie, que ce soit une chirurgie d'intervalle ou une chirurgie terminale, eh bien on risque de ne plus avoir suffisamment de matériel pour classer correctement sur le plan biologique cette tumeur. Ceci est extrêmement important puisque on voit bien qu'aujourd'hui la place des biothérapies de maintenance est de plus en plus importante. Que ce soit lorsqu'il y a une mutation de la lignée BRCA, qu'elle soit constitutionnelle ou somatique, ce qui nous fera proposer de l'olaparib, donc un PARPI en maintenance, ou bien que ce soit des patientes qui soient déficitaires dans le système de réparation mismatch repair genes, qui pourront bénéficier de niraparib versus évidemment le trastuzumab. Donc des biopsies larges sont absolument nécessaires d'évaluation, ce qui va nous permettre de discuter des thérapies de maintenance extrêmement utiles pour les patients qui ont fait la preuve de leur efficacité. Dernier point, eh bien on voit que, en particulier dans les tumeurs précoces, une bonne évaluation cystoscopique pourrait ouvrir la porte à une chirurgie mini-invasive. J'en veux pour preuve cette méta-analyse américaine publiée relativement récemment en 2021, où l'on voit que dans cette méta-analyse, eh bien, dans ces tumeurs de stade précoce, si l'on compare la laparoscopie opératoire et la laparotomie, eh bien, il n'y a pas de différence, que ce soit en termes de survie sans récidive et en termes de survie globale. Donc, sur ce travail qui regroupe quand même un nombre important de patientes, avec encore une fois des stades précoces, on voit que la porte commence à s'ouvrir pour une chirurgie mini-invasive dans ces tumeurs. En conclusion, je dirais que la cystoscopie diagnostique aujourd'hui doit être vraiment extrêmement limitée, mais par contre la cystoscopie a toute sa place dans l'évaluation de la fertilité, toute sa place dans l'évaluation des tumeurs, avec en plus, je dirais un bénéfice pour les équipes chirurgicales et anesthésiques, dans la mesure où on peut ainsi optimiser les plages opératoires. On ne devrait plus avoir une après-midi théoriquement prévue pour une laparotomie de cancer de l'ovaire et qui se termine par une laparotomie blanche où on ouvre et on ferme, ce qui gaspille un temps important médical et paramédical. Deuxièmement, il y a un intérêt majeur pour les patientes parce que, à l'issue d'une cystoscopie d'évaluation, que ce soit pour un problème d'infertilité ou bien pour un problème de pathologie maligne, eh bien, on est beaucoup plus à même de donner une information claire à la patiente et la patiente ainsi saura un petit peu à quelle sauce, entre guillemets, elle sera mangée, ce qui est un élément extrêmement important sur le plan psychologique et ce qui permet une meilleure acceptation de la prise en charge qui est souvent lourde. Je vous laisse avec la contemplatrice d'étoiles et vous remercie de votre attention. Vous remercie pour votre excellente présentation. Et sans trop tarder, nous allons passer nos questions pour l'assistance. S'il y a des questions pour M. l'évêque. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend parfaitement. Oui, très bien. Très bien. J'ai pu assister à la totalité des deux présentations précédentes, qui étaient tout à fait remarquables. Et j'avais une petite remarque pour Nadia et sur la place de l'IRM. Aujourd'hui, on attache vraiment aussi beaucoup d'importance sur l'évaluation de la fertilité post-chirurgicale, en particulier dans les tumeurs bénignes chez les jeunes femmes. Et de mon point de vue, l'IRM apporte aux chirurgiens beaucoup d'informations intéressantes sur, d'une part, l'existence de follicules, etc., et d'autre part, ce que j'appelle moi le mur postérieur, c'est-à-dire nos capacités de résection chirurgicale limitées et de préservation de, je dirais, de la quantité d'ovaires. J'aimerais bien avoir son sentiment sur le sujet. Oui, Bon, docteur, je vais vous répondre. Allez-y, allez-y. Docteur Mnif, c'est docteur Mnif. Il vous écoute. Oui, merci pour la question. Oui, effectivement, j'ai évoqué ce problème sur la préservation de la fertilité. Et en cas de masse ovarienne, le radiologue doit impérativement préciser la qualité et la quantité de l'ovaire restant au niveau du côté de la tumeur, bien sûr. Et il doit également préciser la qualité de l'ovaire contralatéral aussi. C'est ça votre question? Oui, c'était ça. Je pense que c'est un point, point pour nous important, puisqu'on en est, je dirais, presque réduit aujourd'hui à présenter ces dossiers à des réunions auxquelles participent nos collègues spécialisés dans la fertilité. Et pour savoir si on discute maintenant, est-ce qu'il faut faire une préservation de fertilité avant le geste chirurgical ou pas, etc. etc. Donc c'est un point qui me paraît quand même aujourd'hui presque incontournable. Et effectivement, comme vous l'avez dit, bah, vous êtes nos yeux, quoi. Voilà. Oui. Donc, malheureusement, et vous avez des yeux qui sont sans doute bien meilleurs que les nôtres. Merci. Malheureusement, les comptes rendus de radiologie et d'IRM ne contiennent pas en général ces précisions. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur le fait de bien explorer l'ovaire restant et l'ovaire contralatéral chez ces femmes jeunes où la préservation de la fertilité est importante. J'ai une question pour vous aussi. Vous avez dit que la cellio est meilleure que le scanner dans l'exploration des nodules de carcinose, c'est ça? Je suis d'accord, mais il y a des zones aveugles pour le chirurgien. Les régions sous-diaphragmatiques, l'arrière-cavité des épiplans, le hils splénique, c'est les yeux du radiologue qui va aider. Tout à fait. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je vais même aller encore un petit peu plus loin. C'est que dans les formes vraiment très très évoluées, effectivement, parfois on ne peut même pas faire la cystoscopie, tout est collé, on ne voit absolument rien, et rien ne remplace là le scanner. Toutefois, vous aurez observé que j'ai bien précisé que ce travail portait sur des formes précoces. Oui, ouais. D'accord, oui. En d'autres termes, nous, ce que nous faisons, et je suis parfaitement d'accord avec vous, hein, vous avez bien sûr parfaitement raison, ce que nous faisons, nous, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on commence par une écho, ensuite on doit caractériser la lésion, on fera donc une IRM si on a des arrière-pensées, et on en a souvent, et ensuite on fera un scanner. Et après le scanner, on fait systématiquement une celluloscopie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire des biopsies tumorales suffisamment conséquentes pour avoir du matériel, eh bien aujourd'hui, même si nos collègues radiologues nous indiquent effectivement il y en a partout, etc., on va quand même faire une celluloscopie pour avoir une idée assez précise des lésions et de faire des biopsies correctes, entre guillemets. On est parfaitement d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien entendu, vous avez raison, bien entendu. Regardez un envahissement du pellicule splénique, en cellio, c'est quand même pas toujours facile, il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez parfaitement raison, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean Levesque, s'il vous plaît. Non. Donc, vous remercie beaucoup, M. Jean Levesque, pour votre participation, même de loin, mais enfin, ça a été très agréable à vous entendre aussi. Merci pour vos informations. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc on vous libère, voilà, M. Lévesque, vous pouvez rester avec nous pour une dernière question. Je vous dis à tout à l'heure. Ah ça, une autre présentation à faire. Ok, portez-vous bien.
Merci de votre invitation et à bientôt. Enfin, à bientôt, à bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos orateurs qui sont passés? Bon, hein? Parce que c'est peut-être qu'ils ont faim, oui. Alors ok, donc on lève la séance de maintenant et vous dit bon appétit.